Salut, c'est Maxence et bienvenue dans 24 24. Aujourd'hui, je te présente Marie, chef d'orchestre à l'Opéra de Copenhague. Et en 2024, elle a remporté une victoire de la musique classique. Salut Marie. Salut Maxence. Tu vas bien ? Super, et toi ? Bah écoute, je suis ravi d'être là. Incroyable. Pour deux raisons. Un, parce qu'en 2024, tu as fait plein de choses que j'ai hâte de décortiquer. Et deux, parce qu'on fait ça à Copenhague. Et je suis hyper content d'être là. Oui, ça a apporté le soleil, c'est merveilleux. Exactement. Écoute, pour commencer, j'aime bien poser la même question à tous les invités que je rencontre cette année, qui est quel a été ton meilleur souvenir, toi, en 2024 ? Eh bah écoute, là, le souvenir qui me vient, premièrement, c'est les victoires de la musique classique. Ouais. C'était une grande joie et une reconnaissance de revenir en France après tant d'années d'exil à l'étranger. Ouais. Non, c'était pas un exil, j'étais très très contente et c'était une expérience incroyable de faire mes études à Vienne et de commencer ma carrière en Allemagne et en Autriche principalement. Et comme nul n'est prophète dans son pays, j'ai repoussé un peu l'entrée en France en direction pour la scène musicale. Ouais. Et le fait qu'il soit venu vers moi, me proposer si j'étais intéressée de participer aux Victoires de la musique et ensuite recevoir le prix des Victoires de la musique, ça m'a beaucoup touchée et maintenant je suis prête et plutôt confiante à revenir en France. Trop bien. Ouais. Si on rebobine un peu et qu'on revient justement à ton enfance ou ton adolescence en France, j'ai lu que tu avais un peu deux passions, du coup, le tennis et le trombone et le piano. Je crois que tu as fait un peu des deux. Quelle place, du coup, avait le tennis à cette époque-là ? On va dire, quelle place la musique classique n'avait pas à cette époque-là. Le tennis avait la plus grande place dans ma vie. Je voulais être joueuse de tennis professionnelle. J'étais championne de département, championne de région. Ensuite, j'ai été invitée à participer au Roland Garros cadet. Cadet, c'était avant les juniors. J'étais bien partie jusqu'à un moment où j'ai commencé à faire du trombone et jouer en orchestre d'harmonie, en orchestre symphonique. Le fait de jouer ensemble, d'avoir un but commun, a grandi dans mon cœur et dans ma façon d'être. Et je voulais plus faire partie d'une équipe que de pratiquer un sport individuel où on doit se battre contre soi-même et se battre contre son adversaire. Ouais. Et donc, mes priorités petit à petit ont changé. Je suis devenue moins bonne au tennis aussi parce que j'aimais le jeu, cet aspect de jeu dans le sport. Et moins en compétition, ouais. On joue au tennis, on joue au foot, ouais. On joue un instrument. Pas dans toutes les langues, mais dans beaucoup de langues, on dit jouer un instrument ou jouer du tennis. Ouais. Et cet aspect de jeu avec la compétition s'est effacé. Et c'est cet aspect de jeu que j'ai retrouvé dans l'orchestre et dans la musique. Ouais. Et comment s'est fait le choix du trombone ? Parce que j'imagine que c'est... Enfin, quand on commence un instrument, en tout cas moi c'est comme ça que ça s'était passé, on m'a fait tester plein d'instruments et puis je suis allé naturellement vers les percussions. Comment toi t'es allé naturellement vers le trombone ? Mon frère et ma sœur qui sont plus âgés faisaient du tennis et du piano parce que mes parents nous ont donné l'opportunité de pouvoir faire du sport et de la musique. Ouais. Et donc par mimétisme j'ai fait du tennis et du piano. En fait, j'ai pas eu l'occasion de vraiment d'essayer autre chose. Et j'étais pas vraiment intéressée parce que je voulais faire que du tennis de toute façon. D'accord. Et donc j'ai commencé avec le piano et on avait un prof assez sévère, un prof polonais qui était très à cheval sur les gammes. D'accord. Et comme ça, je m'intéressais pas trop à la musique, les tonalités, les gammes, tout ça, ça m'intéressait, mais pas du tout. Donc j'étais relativement nulle. Okay. J'étais douée, mais je travaillais pas en fait. Ouais. Et le prof, ça le rendait fou parce qu'il disait non, mais il faut qu'elle travaille, elle est douée, mais non. Ouais, ça s'intéressait pas. Okay. Et puis un jour, il y a eu l'orchestre de cuivre de Paris qui est venu à Lucé, donc une petite ville près de Chartres, pour donner un concert. Et à la fin du concert, il y a eu un concerto pour trombone. C'était un arrangement de Batman. D'accord. Avec un tromboniste en soliste. Et je me souviens, j'étais tellement impressionnée. J'ai montré l'instrument du doigt à ma maman et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Okay. Je savais même pas ce que c'était comme instrument. C'était quoi ? C'était la forme ? C'était le son ? Le son, la forme et forcément la pièce aussi, j'imagine, musique de film, Batman. Ouais. Et à la fin, on allait le voir. Ma mère lui a demandé, est-ce que vous connaissez un prof de trombone ici à l'UC ? Ah ouais, bien sûr, mon pote, il est prof de trombone. Je vais vous présenter. Et voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça, et j'ai arrêté le piano. Ok. Et donc tu t'es mis
en tant qu'instrumentiste au trombone. T'as commencé l'orchestre à ce moment-là aussi? J'ai commencé l'orchestre d'harmonie. Ok. Tout de suite, vraiment très, 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 très rapidement. Et 3 ans plus tard, j'ai intégré l'orchestre symphonique. Et dans l'orchestre symphonique, c'est là où j'ai rencontré Roberto Gatto, qui est devenu très rapidement une personne inspirante pour moi dans ma vie de cette période. Donc j'avais 14 ans. Ok. Tu peux nous dire qui c'est pour ceux qui connaissent pas forcément? Roberto Gatto, c'est un musicien fantastique, une personne incroyable qui était chef de l'orchestre du conservatoire de Lucé, qui a fait ses études au CNSM de Paris en tant que chef d'orchestre. Mais comme la compétition est très, 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 très rude dans ce métier, tout le monde ne perce pas, même ceux qui sont extrêmement doués. Et donc, il faisait partie de ces personnes très, très douées qui n'ont jamais eu vraiment la chance de pouvoir faire une carrière de chef d'orchestre. Et il s'est retrouvé dans cette petite école de musique à diriger l'orchestre du conservatoire. Donc, je faisais partie. Et un jour, je suis allée venir le voir et je lui ai demandé s'il donnait des cours de musique, d'harmonie, d'orchestration, de solfège, quoi que ce soit. Ouais. Et il a dit, je viens d'ouvrir une classe de direction d'orchestre, peut-être que ça t'intéresse. Donc, je suis rentrée dans la classe de direction d'orchestre. Et il se trouvait que le fait que j'avais déjà une affinité avec mon corps, avec le tennis, la coordination des bras, des mouvements, de savoir quoi faire avec son corps, en fait, m'a beaucoup aidée avec la gestuelle de la direction d'orchestre. Ouais. Et après 4 années passées avec lui, entre Lucé et Paris, parce que j'étudiais au CNR de Paris le trombone en parallèle. Ouais. Un jour, il m'a dit, peut-être que tu peux réfléchir à devenir chef d'orchestre. D'accord. Et je lui ai dit, ok, oui. Tu le considérais, toi, déjà, à ce moment-là? Non, pas du tout. Okay. Ça m'intéressait énormément et j'ai appris énormément en regardant beaucoup de vidéos. Et c'est comme ça, c'est à cette période, vers 14-15 ans, où je suis vraiment rentrée dans la musique, où je suis plongée dans un univers que je ne connaissais pas, en fait. Et donc, j'étais curieuse d'apprendre, et j'écoutais tellement de musique symphonique, de tout ce qui était fort avec du trombone et des cuivres, ça m'intéressait. Et il m'a dit, écoute, moi, j'ai eu une période très difficile au CNSM de Paris, à l'époque. Donc, je ne te conseille pas de passer l'examen d'entrée au CNSM de Paris en direction d'orchestre. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait une école très intéressante à Vienne, l'école de la tradition de Hans Swarovski. Hans Swarovski, c'était un professeur, le professeur d'énormément, de beaucoup de grands chefs d'orchestre, comme Claudio Abbado, Maris Jansons, Zubin Mehta, tout ça, c'est des chefs qui resteront dans l'histoire. Et donc, j'ai passé l'examen d'entrée, d'abord en trombone, parce que je voulais continuer à pratiquer ton instrument. À pratiquer mon instrument. Mais ça n'a pas fonctionné, parce que le jeu français et le jeu autrichien, c'est comme la cuisine française et la cuisine allemande. C'est complètement différent. Les instruments sont différents. Ils sont faits d'une manière différente. Le fait d'articuler, la langue est différente, donc l'articulation dans l'instrument est différente. Alors, j'ai passé l'examen, mais je n'ai pas été acceptée. Et je me souviens, le professeur m'a dit « Je te souhaite bon courage dans 2 semaines pour la direction d'orchestre ». Et j'ai été admise 2 semaines plus tard en direction d'orchestre, avec mes parents ayant fait 1300 km aller et 1300 km retour en l'espace de 2 semaines pour m'amener. Ah oui, d'accord. Ok. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenue chef d'orchestre, en fait, un peu par dépit. Ok. Et ça ressemble à quoi, un examen d'entrée, un concours d'entrée en direction d'orchestre? On rentre dans une salle avec 130 autres candidats. On passe à un examen écrit de solfège, donc de dictée, d'écoute, de chiffrage d'accords, d'analyse. Ensuite, il y a une première sélection. Plus de la moitié ne passe pas au prochain tour. Parce qu'il faut, pour être chef d'orchestre, il faut quand même un savoir, une formation musicale assez solide derrière. Ensuite, il y a l'examen oral où on doit chanter, on doit jouer son instrument, on doit jouer du piano, une sonate de Beethoven, une fugue de Bach et une pièce libre.
Donc, il faut avoir un niveau en piano. Il faut avoir un niveau en piano que je n'avais pas, vu que j'avais arrêté le piano. Donc, j'ai dû bosser comme une folle, 6 mois, pendant 6 heures par jour pour essayer de pouvoir jouer Ah ouais, d'accord. quelque chose de potable. Ouais. Il y a lecture à vue aussi, déchiffrage au piano, on appelle ça chef de chant. Donc, on accompagne des chanteurs. Et je me souviens, il y a le prof qui me dit bon, maintenant, vous pouvez nous chanter quelque chose. Et j'avais mal lu le descriptif d'entrée et je ne savais pas qu'il fallait préparer un chant. Et je lui dis je suis désolée, en fait, je n'ai pas préparé, j'ai mal lu le descriptif. Ah, mais c'est pas grave, chantez-nous la Marseillaise. Et je lui dis en fait, je ne connais pas les paroles. T'as chanté la Marseillaise au concours de... Non, j'ai dit, bon, mais je connais un morceau, je crois c'est du Schumann ou du Schubert. Ça fait comme ça. Ta da 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 da. Et la prof de solfège, c'était une Française. Et elle me dit, ah, mais bien sûr, c'est du Schumann, je le connais, je t'accompagne. Elle était au piano, elle a joué par cœur. Et moi, j'ai fait na 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 parce que c'était en allemand. Ah oui, et j'avais pas pris allemand à l'école, j'ai fait espagnol. Ouais. Ah oui, c'est compliqué. Mais bon, ça m'a quand même pas découragé et empêché de rentrer. Et donc, la troisième sélection, c'est l'examen avec 2 pianos où on dirige la symphonie inachevée de Schubert, une partie, et la première symphonie de Beethoven, une partie. Ok. Et donc là, ça y est, tu rentres à Vienne. Je rentre à Vienne, je déménage, j'avais 19 ans. Wow, ok. À partir de 15 ans, j'étais déjà à Paris, en horaire aménagé pour le trombone. Okay. Ouais. Donc j'ai été habituée, ensuite avec toutes les compétitions de tennis que j'ai fait très très jeune, j'étais vraiment habituée d'être loin de ma famille en fait. Okay. Donc à 19 ans, je pars en Autriche. Je laisse tous mes amis, tous mes contacts derrière moi en France. Et il faut apprendre la langue. Donc c'est immersion totale. Et l'agenda, le cursus de direction d'orchestre est tellement lourd, avec 40 heures de cours par semaine, au moins, de différentes matières. Donc orchestration, composition, analyse, percussion, un instrument à cordes, un instrument à vent, direction d'orchestre, piano, déchiffrage d'une partition, accompagnement des chanteurs. Ça n'arrête pas. Donc là, tu apprends plein de trucs, j'imagine. J'apprends plein de trucs. Je passe tout mon temps libre dans les salles de concert, à voir des répétitions, à écouter des concerts. J'ai appris énormément à l'opéra, au Musikverein, au Konzerthaus, avec les Wiener Philharmoniker, Wiener Symphonica. C'était une période incroyable. Génial. Et Vienne est une ville foisonnante de culture et de musique. C'est vraiment la capitale de la musique classique. C'est génial. Du coup, pour toi, pour apprendre, c'était l'endroit où il fallait. C'était l'idéal. Et du coup, comment tu passes de cursus de formation à être chef d'orchestre à, pour la première fois, diriger un orchestre? C'est une bonne question. Alors, à Vienne, on était une 50aine de chefs. D'accord. Donc, vraiment une classe énorme. Il y avait 2 classes. Ma classe était la plus grande. Et ensuite, on est un peu livré à nous-mêmes. Il n'y a pas de suivi derrière les études. Donc, on va dire, dans ma promo, on était 8 ou 9. Sur ces 9 personnes, il y en a peut-être 2 qui font une carrière, dont je fais partie. Ah oui. Donc, sur les 50, on va dire, il y a peut-être 7-8 personnes qui arrivent à percer dans ce métier. D'accord. Et le reste doit se réorienter. Reprendre leur instrument, être peut-être soliste ou non, pas du tout. Non, être prof de solfège ou chef de chant, accompagnement piano, ou bien chef de chœur, ou bien faire quelque chose de complètement différent. Et moi, je m'étais fixé un objectif de trouver un job en tant que chef d'orchestre, de pouvoir vivre de mon métier, chef d'orchestre, jusqu'à 30 ans. Si à 30 ans, je n'avais pas réussi à pouvoir vivre de ce métier, j'aurais fait autre chose. Tu t'es mis une deadline. Voilà, c'est ça. Et à 27 ans, je suis rentrée, j'ai eu le poste de première chef de chapelle à l'opéra de Würzburg. Et il faut savoir, c'est vraiment très très drôle. Il y a 2 choses que je détestais pendant mes études de musique. C'était la musique contemporaine et l'opéra. Ah, d'accord. Et il s'est trouvé que j'ai commencé ma carrière grâce à la musique contemporaine. D'accord.
parce que pendant mes études, j'ai dirigé tellement de pièces de jeunes compositeurs de musique contemporaine. D'accord. Un jour, j'ai reçu un appel d'un chef d'orchestre qui maintenant dirige le Philharmonique de Berlin, donc le plus grand orchestre du monde. Il m'a demandé si je voulais l'assister pour une production d'opéra contemporain à Munich. Et donc, je lui ai demandé comment il est arrivé à la conclusion que j'étais peut-être la personne adéquate. Et il m'a dit que mon professeur de direction lui avait dit que j'étais la seule à l'université à s'être intéressée à la musique contemporaine. Et j'ai dirigé 100 pièces de création de jeunes compositeurs, en fait. D'accord. Parce que j'étais intéressée, pas par la musique contemporaine, mais par le fait de faire la direction et de faire travailler un ensemble et surtout d'apprendre à faire travailler en allemand. C'était l'occasion pour moi de pratiquer la langue. Et au fur et à mesure, j'ai appris à connaître la musique contemporaine et à apprécier la musique contemporaine. Et le fait d'avoir dans mon CV chef assistante du plus grand chef du monde, on va dire, ça m'a ouvert des portes. J'imagine. Et donc, j'ai été invitée à passer l'audition à l'Opéra de Würzburg, alors que j'avais jamais dirigé un opéra dans ma vie, comme je détestais l'opéra. Ouais. Et donc, je me suis retrouvée dans la fosse à diriger un orchestre dans un opéra que j'avais jamais fait dans ma vie. Je me suis préparée vraiment très intensément avant pour pouvoir me débrouiller. Ouais. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai eu le poste, en fait. Chef assistant, c'est quoi le rôle, du coup, par rapport au chef d'orchestre ? Chef assistant, donc il faut savoir, à l'opéra par exemple, on est dans la fosse et le fait d'être dans la fosse, il y a une autre acoustique dans la salle. Donc souvent, on a une autre personne dans la salle pour voir si la balance fonctionne bien, D'accord. si les chanteurs sont assez forts, si l'orchestre est trop fort, si c'est le bon caractère, si ça doit être un peu plus agressif ou plus doux. On va dire c'est le chef assistant, c'est la paire d'oreilles qu'on n'a pas dans la salle. Ok, d'accord. C'est ça, chef Donc toi, tu étais dans la salle et tu faisais des retours en... Exactement. Après chaque répétition, j'avais 2 ou 3 feuilles de correction. D'accord. Après, je vais voir le chef et je lui dis, voilà, c'est les corrections. Parfois, on discute ensemble. Parfois, il n'a pas le temps ou elle n'a pas le temps. Donc, je lui donne les papiers. Ah, et puis, la répétition d'après, il est libre de faire les corrections ou pas. D'accord. Ouais. Moi, je suis curieux de discuter un petit peu du rôle du chef d'orchestre pour aider les instrumentistes à s'exprimer et à faire un peu corps. J'imagine que c'est un peu ça, la philosophie méta du chef d'orchestre. Comment tu fais ça ? Alors ça, c'est la philosophie idéale que tous les chefs d'orchestre devraient avoir, à mon opinion, ouais. D'être là pour aider les musiciens et aider les chanteurs à donner le meilleur. Il faut savoir que ce n'était pas toujours le cas. On sort d'une période où les chefs d'orchestre étaient plutôt des dictateurs que des managers qui sont prêts à aider son équipe pour qu'ils puissent donner le meilleur. Maintenant, on rentre dans une autre ère où les chefs d'orchestre sont beaucoup plus démocratiques et à l'écoute de leur orchestre, où on est vraiment là pour les soutenir à jouer ou à chanter le mieux possible. Un chef d'orchestre, c'est un peu comme un manager. On essaie de soutenir les points forts et soutenir les musiciens dans leur démarche sans qu'ils sortent d'un cadre, parce qu'il y a une interprétation, il y a une ligne à suivre. Mais si un musicien me propose quelque chose d'original qui rentre dans ce cadre, je vais bien sûr le soutenir et l'encourager. Et moi, j'aime travailler avec des orchestres qui proposent beaucoup, pour pouvoir justement choisir dans leur proposition ce qui est intéressant, ce qui peut nous faire avancer dans une direction, dans un chemin que personne n'a encore entendu avant. Ouais. J'aime ça. J'aime moins avoir mon interprétation et l'imposer aux gens parce qu'on a d'autres collègues, on a d'autres orchestres, c'est une autre culture, c'est un autre pays. Et j'estime que si j'ai pas cette interprétation avec cet orchestre ce jour-là, peut-être que dans 3 semaines, avec un autre orchestre, j'aurai l'interprétation que j'aurais voulu faire. Oui. Mais qu'est-ce que c'est l'interprétation qu'on veut faire ?
C'est comme si j'avais la recette de pâte carbonara et que je veux manger exactement la même recette pendant toute l'année. Ouais. Non, peut-être que parfois on peut varier un peu, on peut ajouter un autre ingrédient. Bon, c'est plus des pâtes carbonara, mais on revisite un peu les pâtes carbonara. Et puis parfois on a les mêmes ingrédients, mais le goût est différent. Et avec un orchestre, c'est la même chose, parce que les gens sont différents. Et c'est ça qui est fascinant dans le métier de chef d'orchestre. Tu as un exemple de moments où tu as l'impression d'avoir laissé s'exprimer vraiment, et ça a été marquant pour toi, cette différence ou cette variation justement dans l'interprétation qui t'a marqué, peut-être la première fois ou je sais pas. Oui, c'est toujours très marquant. Par exemple, quand je vais aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Tu sens les différences. Des grandes différences. Et même en Europe, il y a des différences. Par exemple, en Scandinavie, les orchestres réagissent très rapidement avec le chef. Ils sont très concentrés sur les mouvements du chef. En Allemagne, ils sont concentrés principalement sur l'homogénéité et le jeu d'ensemble. Donc, parfois au détriment de la compréhension du chef. D'accord. Donc, on va dire que c'est plus difficile de diriger un orchestre allemand que de diriger un orchestre scandinave. Aux États-Unis, on a des très, très bons joueurs d'instruments où ils ont une qualité technique vraiment impressionnante et une qualité d'orchestre, d'ensemble très, très impressionnante. Mais il faut leur donner plus musicalement. Donc, j'ai l'impression qu'il faut plus les motiver et leur dire plus musicalement ce qu'ils doivent faire pour les inspirer. Moi, j'aime quand on me propose beaucoup. D'accord. J'aime moins faire le show devant pour qu'ils soient inspirés. C'est un peu la mentalité aux États-Unis. Okay. Et en Asie, c'est un peu le mélange des deux, mais ils sont très, très réservés. Donc, ils ne vont pas le faire d'eux-mêmes. D'accord. Il faut insister et leur dire maintenant, donnez-moi l'émotion, racontez-moi l'histoire. D'accord. Et si on leur permet de faire ça, ils le font. D'accord. Donc c'est une mentalité complètement différente. Et justement, ce travail avec l'orchestre, comment tu le fais? Comment tu leur demandes de s'exprimer? Comment tu travailles avec un orchestre? J'imagine que tu travailles d'abord avec chaque section peut-être, avant. Comment ça se passe? Alors en général, pareil, en Europe, en Asie et aux États-Unis, la préparation est différente, le temps de répétition est différent. On dit qu'à Londres, en Angleterre et aux États-Unis, ils sont très 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 bien préparés à la première répétition et la marge de progression est plus difficile. Parce qu'ils ont tous vraiment bien travaillé en amont. D'accord. En Europe, les programmations sont tellement intenses d'une semaine à l'autre que c'est difficile de pouvoir se préparer vraiment profondément en amont. Ouais. Donc la première répétition, c'est toujours un peu lecture à vue, déchiffrage. Okay. Et donc ensuite, il y a une marge de progression beaucoup plus grande et beaucoup plus forte qu'aux États-Unis ou en Asie. Okay. Donc le rythme de travail est différent. Et ça, on le comprend quand on a fait l'expérience et quand on a eu la chance de pouvoir voyager beaucoup. Mais principalement, la première répétition, c'est tout le monde essaie de s'écouter un peu, de savoir ce qui est important, ce qui est moins important. Si une transition ne fonctionne pas très bien, on va reprendre 2-3 mesures avant et continuer pour faire la transition qui était difficile. On essaie de mettre les choses en place. C'est la première répétition. Okay. Après, plus on avance dans la répétition, plus on essaye d'aller dans le détail. Donc, premièrement, c'est la vue d'ensemble d'un avion. Dégrossir, et ensuite aller plus avec un microscope. Okay. Souvent, on manque de temps pour regarder les choses avec un microscope. Ouais. Parce que la semaine est très, très chargée. Ouais. Parce qu'il faut proposer beaucoup au public. Mais quand on a du temps, c'est ce que je préfère, justement, d'essayer de trouver les couleurs, les nuances, la balance, de rentrer dans le détail, que les musiciens, dans leur corps et dans leur âme, et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Parfois, on a la possibilité de faire ça. Parfois, on doit rester plus superficiel. Quand on est chef invité, quand on n'est pas un orchestre, il y a toujours ce temps d'adaptation. C'est quand on rencontre quelqu'un dans la rue, on ne sait pas tout de suite comment se positionner. C'est en apprenant à connaître cette personne qu'on sait avec le temps si on peut lui faire confiance ou si ça va fonctionner ou si ça va peut-être pas fonctionner. C'est la chimie en fait. Avec un orchestre, c'est pareil. Et en général, quand on vient pour une petite semaine, c'est 4 jours de répétition, 1 ou 2 concerts.
On essaye de faire un peu de mise en place, de mettre un peu de sel, un peu de poivre, d'arranger un peu l'assiette pour que ça soit bien attractif. Ouais. Et ensuite, on essaie de motiver tout le monde pour pouvoir transmettre cette énergie au public. Tu as mentionné le mot chef invité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la différence entre un ou une chef invité et un chef qui est là sur plusieurs années, quoi? Ouais. Alors, il y a plusieurs catégories de chefs. Il y a les chefs de chapelle qui sont associés aux maisons d'opéra. Ces chefs dirigent beaucoup de répertoires différents. Donc, on va pouvoir diriger une Traviata, une Carmen, Hansel et Gretel, je sais pas, Falstaff, Aïda, et souvent sans répétition. Dans une saison d'opéra, le chef principal dirige peut-être 6 performances et après, il y en a encore 6 derrière. D'accord. Mais peut-être qu'il est invité autre part pendant cette période. Donc, le chef de chapelle est là pour diriger les 6 performances qui restent. D'accord. Donc, c'est un travail assez stressant parce qu'il n'y a pas de répétition derrière. On est jeté dans la fosse et il faut que ça marche. Ok. Donc, ça, c'est vraiment en allemand, on dit Handwerk. C'est le travail manuel du chef d'orchestre. D'accord. Ok. Ça, tu l'as fait, toi, en Ça, Allemagne? je l'ai fait en Allemagne. Ensuite, dans la maison d'opéra, il y a aussi le chef principal qui s'appelle General Music Director. Et lui, il a des productions, il fait des premières. Donc, il a tout un travail de répétition derrière, en amont, avec l'orchestre, avec les chanteurs. Et il y a la première représentation des maîtres chanteurs de Wagner. Ensuite, il fait peut-être 7-8 représentations. Et éventuellement, s'il reste des représentations derrière, le chef de chapelle continue. Ouais. Ce qui est important pour un orchestre, c'est aussi la variation des chefs avec qui il travaille. Parce que chaque chef apporte des choses différentes. Okay. Ça apporte sa patte, apporte son son, apporte sa vision de la musique, parce qu'il n'y a pas de... On ne sait pas comment c'est la musique. Comment c'était à l'époque de Mozart, comment c'était à l'époque de Bach. Il y a des écrits, mais ce n'est pas la vérité. Personne n'a la vérité. Donc, les chefs interprètent la musique d'une manière différente et ça permet aux orchestres de développer une palette de jeux beaucoup plus grande. Donc, c'est important pour un orchestre d'avoir différents chefs dans la saison. Ouais. Donc, le chef principal, quand il n'est pas là, on invite des chefs invités. On engage des chefs invités. Et ces chefs invités, que ce soit à l'opéra ou à l'orchestre symphonique, souvent, ils viennent pour la première fois dans un orchestre. Et si l'orchestre les apprécie, ils vont revenir régulièrement. D'accord. Et c'est à partir de ce moment-là où on revient régulièrement avec un orchestre, où on peut commencer à vraiment aller en profondeur et travailler plus en détail. D'accord, ok. Et donc toi, tu as eu l'occasion d'être chef invité dans plein de... Donc tu as été chef de chapelle, si on reprend la chronologie, chef de chapelle. Et ensuite, tu as été chef invité aussi dans plein d'orchestres. Absolument. Et ça, c'est le cas chaque année. Exactement. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui du coup, par définition, tu es invité, mais j'imagine que tu peux refuser. Comment ça se passe? Tu reçois toutes les demandes et tu te dis, je choisis ces demandes-là, ces demandes-là, ces demandes-là, ou comment? Exactement. Mais le chef d'orchestre, c'est comme un acteur. S'il n'y a pas l'agent derrière, c'est impossible. D'accord, ok. Donc, j'ai une agence qui reçoit les demandes et qui traite mes contrats et qui estime peut-être cet orchestre pour cette saison, c'est important. Cet orchestre, c'est pas si important parce que y a un certain nombre de semaines dans l'année et il faut aussi se préparer, il faut avoir des vacances, il y a une vie privée. Ouais. Donc, on ne peut pas tout accepter. D'accord. Donc, il y a un agent derrière qui essaye de planifier aussi d'une manière stratégique pour l'évolution d'un artiste, ce qui est important de faire et ce qui est moins important de faire. Ça ne veut pas dire qu'un orchestre est meilleur qu'un autre. Par exemple, si je veux apprendre un répertoire, un nouveau répertoire, donc imaginons la 5e symphonie de Mahler, que je n'ai jamais faite dans ma vie, ça serait pas très intelligent de faire cette pièce pour la première fois avec un des meilleurs orchestres du monde. Donc, stratégiquement, je vais prendre un orchestre peut-être moins sous les feux de la rampe, sous les projecteurs, pour pouvoir travailler dans mon coin cette pièce. Et éventuellement, si ça fonctionne bien, pouvoir la programmer avec des orchestres
plus renommés Plus tard. dans le futur. Ok. Et c'est important aussi de pas apprendre trop de nouveaux répertoires dans l'année pour pouvoir avoir l'occasion d'aller plus en profondeur. Quelle est du coup l'invitation qui t'a le plus marqué sur ces dernières années? Parce que j'imagine que tu as vu du coup plein d'orchestres. En tant que chef invité, laquelle a été marquante pour toi? Ouais, il y a deux invitations qui m'ont beaucoup marqué les saisons dernières. C'est l'Orchestre de Cologne. Avec cette première invitation, c'était le coup de foudre avec cet orchestre et ils m'ont demandé d'être chef. Donc en 2026-2027, je vais devenir chef de la radio de Cologne en parallèle à cet engagement que je viens de commencer à Copenhague, donc chef de l'Opéra de Copenhague. Donc je serai chef d'un orchestre symphonique et chef d'une maison d'opéra. D'accord. Et l'autre engagement qui m'a énormément marqué, parce que c'était aussi le coup de foudre avec l'orchestre, c'est la Staatskapelle de Dresde. C'est principalement un orchestre d'opéra avec une renommée internationale qui part vraiment énormément en tournée. Et j'étais en tournée l'année dernière où j'ai remplacé Christian Thielemann, un chef très renommé, qui est tombé malade. Et cet orchestre, cette tournée m'a mené au Théâtre des Champs-Élysées, à Paris. Wow. Okay. Et c'était un souvenir vraiment inoubliable. J'imagine que du coup, non seulement tu vois des orchestres exceptionnels, tu vois des chefs aussi que tu dois croiser au quotidien exceptionnels, et tu dois aussi voir des lieux exceptionnels. Est-ce que tu as un lieu qui t'a marqué sur les dernières saisons? Oui, absolument. Il y a un lieu qui m'a marqué et qui me marquera certainement toute ma vie. Quand j'ai terminé mes études à Vienne, en 2014, on a la chance de pouvoir diriger l'orchestre symphonique de la radio de Vienne au Musikverein. Le Musikverein, c'est une salle mythique dans la musique classique. C'est une salle somptueuse avec tout en bois, avec des couleurs dorées, violettes, rouges. C'est merveilleux. C'est une salle qui sonne divinement bien. Et pendant mon diplôme, j'ai dirigé Till l'Espiègle de Richard Strauss. Et je savais que Richard Strauss lui-même avait dirigé sa pièce sur ce podium, dans cette même salle, avant moi. Incroyable. Et ça m'a marqué à vie. Ça m'a marqué à vie. Excellent. Je suis curieux aussi de revenir sur du coup, l'influence qu'a le fait que tu sois tromboniste dans ta manière de diriger. Et du coup, est-ce que est-ce que ça influe ta manière de diriger un orchestre, sachant que tu as été tromboniste? Oui, je pense le fait d'avoir joué un instrument avant, ça me permet déjà de comprendre la respiration, de comprendre les chanteurs, de savoir s'ils manquent de souffle, si je dois aller plus vite ou s'ils ont assez de souffle, si je peux ralentir. Ça me permet de respirer pour que les musiciens jouent ensemble. Ça me permet de comprendre comment fonctionne un instrument avant, quel son j'aimerais avoir, des trombones, des cuivres en général. Donc oui, ça a une grande influence sur ma direction en général. Ma lacune peut-être, c'est justement de ne pas avoir joué du violon. Mais j'essaye de pas aller de manière profondément, de leur dire techniquement ce qu'ils ont à faire, mais de leur donner une direction sonore, une vision artistique. Et ensuite, c'est à eux, c'est aux cordes de savoir comment ils doivent faire pour retranscrire ce que j'ai en tête. Okay. Donc, parfois, ils préfèrent. Ouais. Parfois, ils préfèrent qu'on laisse leur imagination pouvoir fleurir et qu'on ne leur dise pas, comme à l'école, ce qu'ils doivent faire. Ouais. Tu parlais tout à l'heure des différences d'orchestre entre les différentes régions du monde. Toi, tu as vu 3 systèmes aussi académiques, tu vois, pour apprendre la musique et apprendre la direction d'orchestre. Comment tu comparais le système français, le système autrichien et le système allemand pour quelqu'un, je sais pas, qui aimerait vivre de la musique et peut-être aujourd'hui est dans un système plutôt français et ne pense pas à potentiellement traverser les frontières? En France, mais je pense que ça a beaucoup changé. À mon époque, on n'apprenait pas à jouer en orchestre. On apprend à être soliste. Mais la chance d'être soliste est tellement infime que c'est probablement la mauvaise façon d'apprendre la musique en général.
on a plus de chances de devenir musicien professionnel en orchestre que de devenir soliste de renommée internationale. En Allemagne et en Autriche, le cursus est basé principalement, en priorité, pour devenir musicien d'orchestre. Et si on sort du lot, on peut devenir soliste. D'accord. Donc c'est une approche de la musique un peu différente. Ok. Ce qui m'a impressionné en Autriche, c'est le fait que chacun a son propre tempo. On peut redoubler une classe et c'est pas la fin du monde. Si on redouble une classe, 2 classes, c'est qu'on en avait besoin. Et peut-être que la progression sera moins rapide, mais peut-être qu'elle sera très grande plus tard. En France, on essaye d'avoir cette progression linéaire à tout prix et il y a des gens qui rentrent pas dans ce moule. Et quand on rentre pas dans ce moule, on est considéré comme un peu laissé de côté, à l'écart. Et c'est ce que j'ai apprécié en Allemagne et en Autriche principalement. On a plus la place de développer une personnalité. D'accord. D'apprendre à se connaître. Ouais. Et je pense pour devenir musicien en général, bien sûr, il faut être un bon technicien, il faut savoir déchiffrer, mais le plus important, c'est d'avoir une personnalité musicale. Et en Autriche, on nous laisse la place pour développer ça. Et le temps de personnaliser un peu le parcours. Exactement, Okay. Exactement. Dans la direction d'orchestre, comme je n'ai pas étudié en France, je ne peux pas faire la comparaison. En Autriche et en Allemagne, en Autriche, bien sûr, ils nous ont demandé de jouer du piano, parce que c'est une partie des études où on doit aussi accompagner les chanteurs. Mais ils ont vraiment axé leur choix en écoutant si on est un bon musicien ou pas. Donc moi, j'ai dû jouer du trombone. Et le piano, ils ont bien vu que c'était pas mon instrument principal, mais ça m'a pas défavorisé. D'accord. Parce qu'ils savaient derrière, je savais bien jouer du trombone, j'étais une bonne musicienne, donc c'était important pour eux. En Allemagne, la direction d'orchestre est souvent basée sur les étapes des maisons d'opéra, où d'abord on rentre en tant que chef de chant. On accompagne les chanteurs. Ensuite, éventuellement, on est 2e chef de chapelle, 1er chef de chapelle. Et si ça fonctionne bien, on devient chef principal. Donc vraiment, il y a ces échelons qu'il faut gravir. Et donc, dans la majorité des universités en Allemagne, pour la direction d'orchestre, il faut être un pianiste ou une pianiste exceptionnelle. D'accord. Ce que je n'étais pas. Oui, mais du coup, tu jouais du trombone Et en Autriche, ça a fonctionné. Si j'avais tenté les concours d'orchestre, les concours de direction d'orchestre en Allemagne, j'aurais pas été prise. D'accord, ok. Mais je l'ai pas fait parce que je savais pas. Ouais, ok. Là, aujourd'hui, tu es à Copenhague. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien à Copenhague, qui a commencé il y a quelques mois, je crois, quelques semaines. Et comment tu travailles avec l'orchestre ici à Copenhague? J'ai rencontré cet orchestre il y a 3 ans, pour la première fois. On a fait un opéra ensemble, Faust de Gounod, et c'était le coup de foudre avec l'orchestre, avec les chanteurs, avec le chœur, avec l'administration, la mentalité, la manière de vivre, la manière de se parler, de se respecter. Ça correspondait bien à ma personnalité. Après cette production, on m'a demandé si j'aimerais bien intensifier notre travail ensemble. Et donc, je viens de commencer à partir du 1er août de cette saison en tant que chef principal de l'Opéra Royal du Danemark. Donc, depuis 1er août, je suis ici. J'ai déjà eu une production de musique contemporaine derrière moi, qu'on vient d'achever. Et maintenant, on est en plein milieu des répétitions avec orchestre et chanteurs du Trittico de Puccini. C'est 3 petits opéras complètement différents. L'histoire est différente, l'orchestration est différente, l'atmosphère est différente. Mon quotidien, c'est d'essayer d'apprendre les partitions, les pièces, le programme que je vais pouvoir faire, que je dois faire dans les semaines prochaines. D'accord. De me concentrer aussi dans mon travail actuellement, donc avec Puccini, d'avoir des rendez-vous avec l'administration pour essayer d'arranger un peu le quotidien des chanteurs, des musiciens,
Il y a un grand travail de programmation, quel concert, quel programme on veut planifier pour quel concert, quel chef on veut inviter pour travailler avec l'orchestre. Tous les chefs ne vont pas trouver la connexion avec un orchestre parce qu'on parle vraiment beaucoup de chimie, donc on essaie de se plonger un peu dans la mentalité, on doit faire beaucoup de recherches, regarder des vidéos, parfois si on a le temps de voyager pour écouter un chef, pour aller voir, pour se faire son opinion. Donc oui, c'est un peu mon quotidien, jongler entre le travail à la maison, de préparation, le travail quotidien avec l'orchestre et le travail administratif et le travail politique pour pouvoir trouver des fonds, des sponsors, etc., etc. Et le choix des pièces, du coup, c'est fait en collaboration avec le chef ou c'est souvent l'administration qui impose les pièces? Comment ça se passe, cette dynamique? Ça dépend des orchestres. Chaque orchestre a différentes dynamiques. Ici, en Scandinavie et au Danemark, la hiérarchie est très plate. Ils ont un peu du mal avec la hiérarchie pyramidale, qui est pour moi une bonne chose si on n'en abuse pas. Je pense que c'est important d'avoir une hiérarchie, surtout en orchestre et surtout dans une maison d'opéra, parce qu'il faut prendre des décisions. Mais ici, l'avantage, c'est qu'on a un comité artistique, donc 6 personnes de l'orchestre, très curieux et très ouverts. On est en discussion presque quotidienne sur justement quel chef inviter, quelle pièce programmer, parce qu'ils ont aussi le overview, la vue d'ensemble des pièces qu'ils ont fait auparavant. D'accord. Donc on essaye de ne pas planifier une pièce qu'ils ont fait l'année dernière, par exemple. Pour varier et faire des choses qui ne sont pas encore faites. Exactement. Et il faut savoir qu'un orchestre d'opéra raffole et adore jouer le répertoire symphonique parce qu'ils sont souvent dans la fosse, un peu cachés. Donc jouer sur scène, pour eux, c'est quelque chose de très, très particulier. Ouais. Et souvent, les orchestres d'opéra ont une autre énergie quand ils sont face à un public qu'un orchestre symphonique qui a vraiment l'habitude de jouer sur scène. Ok. C'est quoi, toi, ta pièce en ce moment préférée que tu aimerais absolument jouer potentiellement avec cette orchestre-là à Copenhague? Ma pièce préférée actuellement, c'est probablement un opéra de Richard Strauss qui s'appelle Le Chevalier à la Rose. C'est une pièce éblouissante que je vais avoir la chance de diriger l'année prochaine avec cet orchestre. Donc, j'ai déjà commencé à travailler parce que c'est très, 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 très difficile. D'accord. Donc, c'est dans 17 mois. Ok. Et quand tu travailles comme ça, 17 mois à l'avance sur une pièce, qu'est-ce que tu fais du coup? Tu l'écoutes, tu te plonges dans les partitions? C'est ça, oui. Je me plonge dans la partition, c'est en allemand, il y a beaucoup de textes, j'essaie d'apprendre le texte, j'essaie de comprendre le texte, j'essaie de comprendre comment le compositeur a écrit la musique en fonction du texte. J'essaie de comprendre les caractères, les émotions des personnages. J'essaie de comprendre la structure globale et aussi de pouvoir trouver des couleurs théâtrales qui rend la pièce intéressante. C'est un long travail. Et comme j'ai dit auparavant, c'est d'abord la vue d'ensemble. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais à comprendre cette pièce, tellement elle est compliquée. Mais plus on lit un livre, plus on comprend vraiment la signification derrière. Ouais. Et avec une partition, c'est la même chose. Et il y a des pièces que tu as tellement étudiées que tu pourrais les diriger comme ça sans regarder, sans la partition? Oui, absolument. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça, mais peut-être 2 ou 3 où je suis sûre, demain tu me mets devant l'orchestre sans la partition, je peux la diriger. Excellent. Ouais. Mais je ne le fais pas souvent parce que parfois je joue la partition et je regarde et je dis « Ah, mais en fait, ça, je ne l'avais jamais vu. » Ah oui, okay. Il y a toujours des choses qu'on découvre, des nuances qu'on n'avait pas vues avant. Donc, j'aime toujours avoir la partition parce que ça me surprend, en fait. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2025? Là, on est encore qu'en octobre, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour l'année à venir? Une bonne balance entre le travail et la vie privée. Ouais. Je pense quand on a la chance comme moi d'avoir énormément d'engagement, on est tellement pris dans ce tourbillon, dans cette spirale de travail et d'émotions et souvent de joie et aussi de réussite. On est fiers et parfois c'est difficile de trouver un juste milieu pour son entourage et aussi pour soi-même, physiquement.
de savoir s'écouter, prendre du recul. Donc oui, une bonne balance. C'est tout ce qu'on te souhaite Merci beaucoup. en 2025. Merci beaucoup Marie. Merci.